La brise fraîche du crépuscule d'avril filtrait à travers les baies vitrées du pavillon céleste, au dernier étage du complexe des Arts-Lumières. L'air était épais d'un mélange d'encens coûteux, de parfums opulents et de l'odeur métallique du succès poli. Un orchestre de chambre égrenait des mélodies baroques, un bruit de fond sophistiqué pour les chuchotements des élites de la ville. Trop de marbre, trop de lumière tamisée. Le vernissage de la nouvelle exposition de Coralie, Écho urbain, était en fait une mascarade. Amélie était éblouissante dans sa robe émeraude, la main posée sur le bras de Léo qui, lui, s'agitait, ajustant sans cesse son nœud papillon à clip qu'il détestait déjà. « C'est absurde !» murmurai-je, balayant la foule du regard. « Pourquoi sommes-nous ici ?» Amélie se pencha, arrangeant le col de Léo avec cette précision maternelle et calme. « Une glace après ?» lui glissa-t-elle à l'oreille. Il hocha la tête comme si on venait de lui promettre la lune. L'invitation mentionnait le gala inaugural des Échos urbains. Par Coralie Vancroft, mais la seule raison de notre présence était que Terra Nova, mon cabinet d'architecture urbaine durable, était en pourparlers avec M. Beaumont, un investisseur majeur du projet éco-urbain. Amélie pensait que c'était une bonne opportunité de réseautage. Je pensais que ce serait un désastre. Puis je la vis au milieu d'un petit groupe d'admirateurs. La visionnaire du soir, Coralie, ma sœur, dont j'étais séparé depuis 15 ans, se tourna. Mon estomac fit un bond, comme si j'avais reçu un coup de poing. C'était elle, radieuse, les cheveux relevés dans une coiffure élaborée, un sourire parfait figé sur ses lèvres. Je ne l'avais pas vue depuis le jour où il m'avait mise à la porte à l'âge de 25 ans, sans le sou, debout sous la pluie avec une valise et sans aucun plan. Je restais figé, comme un fantôme à ses propres funérailles. Elle me vit, ses yeux se posèrent alors sur les miens, s'écarquillèrent. Le bord de son verre de champagne trembla. Puis, nos parents nous virent. Mon père, Théodore, bougea le premier. Ce sourire raide et forcé, comme s'il gardait un politicien. Il s'approcha, sans précipitation, mais avec détermination. Ma mère, Isabelle, le suivit, les lèvres si serrées qu'elles avaient disparu. « Que faites-vous ici ?» siffla-t-elle, juste assez fort pour que la table voisine suspende sa conversation. J'aurais dû répondre, mais ma gorge était nouée. Ce souvenir me frappa de plein fouet. Moi, trempé sur le perron, humilié, suppliant d'entrer, et elle, éteignant la lumière du porche. Amélie intervint. Sa voix ne s'éleva pas, mais elle porta. Mon mari est sur la liste des invités. Terra Nova a été invitée par M. Beaumont lui-même. Elle ne s'y a pas. Quelques architectes à proximité se tournèrent au nom de Terra Nova. J'en entendis un chuchoter. Terra Nova, le cabinet qui a revitalisé le quartier du Vieux-Port. La reconnaissance se répandit comme une tache d'encre. Étienne Dubois, le fiancé de Coralie, se fraya un chemin à travers la foule. Un homme grand, avec ce genre de fausse humilité que les designers à succès portent comme un parfum. Son sourire s'estompa lorsqu'il vit l'expression de Coralie. « Vous connaissez le fondateur de Terra Nova ?» demanda-t-il à mes parents. La mâchoire de Coralie se serra. Elle ne lui avait rien dit. Elle n'avait pas dit un mot de moi. Je forçai un sourire. « Salut, Coco. Félicitations. » Son visage ne bougea pas, juste une légère contraction près de son œil. Étienne la regarda, confus. Coralie m'a dit que son frère n'avait pas fini ses études d'architecture. Ça m'a piqué. Mais je laissais passer, ce n'était pas vrai. J'avais obtenu mon diplôme de l'école des arts et métiers en travaillant la nuit, puis j'avais bâti une entreprise. Je gardais mon calme, mais à l'intérieur, je tremblais. Non pas de nervosité, mais de retenue. Léo tira sur ma manche. « Papa, cette dame, c'est ton amie ?» Coralie tressaillit comme s'il l'avait giflée. Étienne cligna des yeux. Toute son aura changea. Il me regarda de nouveau, vraiment cette fois, et quelque chose se déclencha. Je vis la posture de Coralie s'affaisser d'1 centimètre. Les perles de son collier ne brillaient plus aussi fort. Son conte de fées se fissurait, et ce n'était pas moi qui cherchais la sortie. L'air autour de nous changea. Pas bruyamment, juste tendu, concentré, comme si le gala s'était transformé en une séance de jury en direct et que tout le monde regardait soudain notre coin de la salle. Amélie garda son sang-froid,
sirotant son champagne comme si rien ne se passait, mais ses yeux étaient occupés à scanner, à évaluer. Elle se pencha vers un homme plus âgé en costume gris anthracite et lui murmura quelque chose. Il rit et lui frappa légèrement le dos. « Pas possible. Vous êtes avec Terra Nova ?» dit-il. « Nous utilisons vos plans de conception écologique depuis 1 an maintenant. Ça a réduit nos coûts d'entretien des bâtiments de 28%. Vous, dit-il en me désignant, vous êtes celui qui a conçu les premiers modules de gestion des eaux pluviales, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête une fois. Oui, et les systèmes de récupération des eaux grises, après les problèmes de mise en œuvre initiale. Il sourit comme si je venais de lui donner de l'argent gratuitement. Vous nous avez fait économiser 1,5 million en frais de maintenance. Le pôle développement urbain vous doit au moins un déjeuner. Amélie maintenait la conversation fluide et naturelle, comme si nous n'étions pas au milieu d'un cratère de bombes. Mais je voyais ce qu'elle voyait. Coralie, de l'autre côté de la pièce, entourée de quelques architectes en tenue de soirée, essayant de garder son calme, tandis que des perles de sueur commençaient à poindre sur sa lèvre supérieure. C'est une partie de mon travail, en cours sur l'intégration des principes de biophilie dans les structures modernes, leur dit-elle. Nous évaluons les résultats à long terme via une approche légèrement modifiée. Une jeune femme en robe vert foncé intervint, perplexe. « Attendez, le Conseil des architectes n'a-t-il pas retiré ce protocole il y a 4 ans ?» Coralie cligna des yeux, puis rit, un peu trop fort. « Il y a un débat dans le domaine. »« Non, il n'y en a pas, » dit un autre architecte d'un ton monocorde. « Cet essai s'est terminé par un arrêt pour des raisons de sécurité. Personne n'utilise plus ce modèle. » Elle sourit plus largement, comme les gens qui essaient de ne pas se noyer. De là où j'étais, je vis le visage d'Étienne changer. Sa main glissa de sa taille, non pas avec colère, juste confus et peut-être commençant à être embarrassé. Il n'intervint pas. Il écouta, trop longtemps pour être confortable. Ma mère le vit aussi. Elle fendit la foule rapidement, cette grâce feinte qu'elle utilisait toujours lors des collectes de fonds, reprenant sa place. Coralie a été une élève brillante pendant son temps à l'École nationale supérieure d'architecture, annonça-t-elle assez fort pour que les tables voisines entendent. Elle a toujours eu une longueur d'avance. Amélie tourna lentement la tête, souriant juste assez pour montrer les dents. Quel programme était-ce ? Nous faisons des mentorats annuels avec les internes de l'ENSAP. Mon équipe n'a jamais vu le nom de Coralie sur aucune liste de promotion. La pause qui s'ensuivit fut brutale. Elle ne fut pas longue, mais elle fut assourdissante. Puis vinrent les murmures. De la table des desserts, une femme se pencha vers son mari. Il n'avait pas dit que son frère avait échoué. J'ai cru qu'il avait disparu il y a des années, chuchota-t-il. Je ne sciais pas. J'en avais fini de jouer les polis. J'ai occupé 3 emplois, dis-je clairement, sans crier, juste assez pour couper le bavardage. Je me suis payé le collège communautaire, puis les cours du soir. Je n'ai jamais vu un seul centime du fonds d'éducation familiale. Le représentant du cabinet d'architecture de Lyon, un homme imposant avec un badge accroché à sa poche, hocha la tête une fois. Ça, c'est de la détermination, respect. Plus que ce que je peux dire pour la moitié des étudiants en pré-architecture que j'interviewe, ajouta quelqu'un près du bar. Je regardais Coralie se figer. Ses épaules étaient trop commodes, son sourire trop large. Rien chez elle n'avait l'air naturel. Amélie s'avança, non pas pour enfoncer le clou, mais pour équilibrer la pièce. Elle demanda à l'architecte de Lyon « Comment se passe l'intégration sur le système d'alerte de phase 2 ?»« Fluide, dit-il, les yeux sur moi maintenant. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi nous avons attendu si longtemps pour nous associer. Vos données sont solides. » Coralie était toujours en train de répondre aux questions de 2 architectes qui semblaient sincèrement confus. L'un d'eux dit « Vous n'êtes pas certifié par l'ordre des architectes, n'est-ce pas ?»« Non, dit-elle rapidement. Je consulte sur la réhabilitation post-construction. C'est un rôle hybride. Où exercez-vous ? Mon travail est davantage axé sur la recherche en ce moment, répondit-elle, déjà en recul. Étienne la regardait comme s'il ne l'avait jamais vraiment vue auparavant. Ma mère tenta d'intervenir à nouveau. Coralie a toujours été modeste quant à son travail.
C'est ça, murmurai-je. C'est le mot. Puis je sentis un tiraillement sur ma veste. Léo, les yeux écarquillés et se hissant sur la pointe des pieds. « Je peux avoir du gâteau maintenant ?» Je le regardais, ses mains toujours enroulées autour de ma manchette, comme s'il craignait que je disparaisse. Je lui fis un signe de tête. « Oui, mon pote, allons-y. » Nous nous éloignâmes, mais je n'eus pas besoin de regarder en arrière. Je pouvais sentir la différence derrière moi. Le centre de la pièce s'était déplacé. Le buzz s'était déplacé. L'histoire que tout le monde se racontait maintenant n'était pas celle du gala, c'était la nôtre. Coralie avait bâti une tour de papier, et ce soir, l'air avait enfin commencé à bouger. J'accompagnais Léo à la table des desserts. Je le laissai charger son assiette de glaçage et de sucre, et fis un rapide signe de tête à Amélie avant de m'éloigner. Je ne pouvais pas rester dans cette pièce une minute de plus, pas avec tous ces regards qui passaient de moi à Coralie, comme si nous étions des expositions sous verre. Le col de ma chemise me serrait trop, ma peau était trop chaude. Je me dirigeais vers les toilettes par le couloir latéral, ayant plus besoin d'air que d'un miroir. La seconde où je poussais la porte des toilettes pour hommes, je m'arrêtais net. Elle était déjà là. Coralie se tenait devant le lavabo, tamponnant ses yeux avec une serviette en papier. Son maquillage était un peu étalé. Ses mains tremblaient lorsqu'elle me vit dans le miroir. Elle ne ressemblait pas à la visionnaire du gala. Elle ressemblait à une femme qui s'accrochait au bord de quelque chose avec des ongles arrachés. Elle ne dit rien tout de suite. Elle me fixa, attendant que je recule. Je ne le fis pas. « Pourquoi fais-tu ça ?» siffla-t-elle. Je refermai la porte derrière moi. « Faire quoi ?» ?»« Ne joue pas l'idiot. Tu n'étais pas censé revenir. Tu étais parti. » Sa voix se brisa, mais s'aiguisa à nouveau rapidement. « C'est toi qui as abandonné. » Je m'appuyai contre le comptoir, les bras croisés, la regardant s'effondrer en temps réel. « Non, je ne valais juste pas l'argent des études. Tu te souviens ?» Elle se tourna pour me faire face pleinement maintenant, les yeux rouges, la respiration courte. Ils m'ont dit que si je voulais l'ENSAP, ils ne pouvaient pas se permettre de diviser. C'est à ça que ça s'est résumé. Un enfant a eu l'argent, ils me l'ont donné. Pas de blague, dis-je. Tu crois que je ne le savais pas déjà ? Tu crois que je ne les ai pas entendus chuchoter sur l'investissement là où ça compte, quand ils pensaient que je dormais sur le canapé ? Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, mais je ne criais pas. J'en avais juste fini de faire semblant. Je n'avais pas tout vu la première fois. Ils ont dit que tu ne finirais pas, murmura-t-elle. Dit que tu n'avais pas de plan. Je n'avais pas d'argent, c'est différent. Sa mâchoire se serra. Elle baissa les yeux vers ses talons, comme s'ils avaient des réponses. Puis, elle laissa échapper ce petit souffle amer. Je ne voulais même pas être architecte. Je voulais... Elle s'arrêta, secouant la tête. Je voulais l'image. Je voulais que les gens me regardent et croient que je comptais. Je la fixai une seconde, la laissant baigner dans cette réalité. Et moi, je voulais juste construire quelque chose de réel, quelque chose qui fonctionne. Elle fit un pas en arrière. Tout son corps tremblait maintenant, comme si elle ne pouvait plus maintenir le masque. « Tu ne comprends pas, » dit-elle doucement. « J'avais peur. Tu as toujours été meilleur pour faire avancer les choses. Les gens t'aimaient bien. Je savais que dès que tu aurais compris comment t'en servir, tu me laisserais derrière. » Je sentis quelque chose changer dans ma poitrine. Non pas de la pitié exactement, juste de la clarté. Malgré toute sa performance, ce n'était pas quelqu'un qui avait du pouvoir. C'était quelqu'un qui avait passé toute sa vie d'adulte à couvrir un mensonge qui avait commencé quand elle avait 19 ans et qu'elle avait peur de ne pas être à la hauteur. À la hauteur. Tu avais raison d'avoir peur, dis-je. Ma voix ne s'éleva pas. Ce n'était pas nécessaire. Elle se tourna à nouveau vers le lavabo, s'essuyant le visage comme si cela pouvait effacer la nuit. Sa bouche s'ouvrit comme si elle voulait continuer à parler, mais rien ne sortit. Je me dirigeai vers le lavabo à côté du sien et ouvris l'eau, me lavant les mains. Le silence s'étira entre nous, tendu, lourd de 15 ans de silence et d'une pièce pleine de témoins qui commençaient à la voir clairement pour la première fois. Elle parla de nouveau, à peine un murmure maintenant. « Tu vas me détruire. »« Non, » dis-je, me séchant les mains par des mouvements lents et méthodiques. « Tu l'as fait toi-même. Je me suis juste présenté. » Quand je sortis des toilettes, je vis Amélie et Léo
attendre près d'une rangée de porte-manteaux. Amélie ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Léo leva les yeux de son assiette maculée de glaçage. Maman a dit qu'on pouvait bientôt partir. Tu as fini ? Amélie glissa sa main dans le creux de mon coude, la serra doucement. Prêt quand tu veux. Je regardais en arrière vers le couloir, mais je ne ressentais plus de colère. Pas même de satisfaction. Juste le genre de calme qui vient quand on n'attend plus rien de quelqu'un qui n'a jamais été là pour vous au départ. Oui, dis-je, allons-y. Nous retournâmes à la réception juste au moment où le quatuor à cordes passait de Bach à une sorte de musique légère et sophistiquée que je ne pouvais pas nommer. Personne ne dansait. Les stations de nourriture étaient pour la plupart abandonnées. Le brouhaha n'était pas autour de la table des gâteaux ou du centre de table florale avec 1000 € de roses blanches. Il était autour de nous. Des architectes en smoking et des promoteurs immobiliers en robe de cocktail gravitaient, polis mais concentrés, comme des abeilles autour d'une ruche qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. L'une d'elles, une femme petite et trapue avec un badge du bureau d'urbanisme et un verre de vin rouge, se pencha. « J'ai entendu dire que vous étiez le cerveau derrière Terra Nova ?» demanda-t-elle à Amélie. Amélie répondit avant que je ne puisse le faire. « Il a construit l'architecture de base. J'ai géré le déploiement et l'intégration. Nous nous étendons au diagnostic de viabilité des projets ce trimestre. » La femme haussa un sourcil. « Calibration en temps réel ? Jusqu'au niveau micrométrique de feedback ? » « Oui, dis-je. » Les essais initiaux montrent une amélioration de 15% de la précision de conception. Cela fit tourner plus de têtes. Un jeune homme en blazer gris intervint. « Vous intégrez ça aussi dans la suite de monitoring ? » « Éventuellement, dit Amélie. Mais d'abord, nous le lançons comme un module de diagnostic à faible friction. » Étienne était juste derrière eux maintenant, silencieux, absorbé. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas Coralie du regard. Il écoutait, comme si quelqu'un avait enfin allumé les lumières dans une pièce sombre. Coralie s'attardait au bord de la conversation, arborant ce sourire de fiancée aux lèvres serrées, essayant de se réinsérer. Quelques invités se tournèrent vers elle par courtoisie. « Alors, à quel programme de l'ENSAP étiez-vous encore ?» demanda une femme. Coralie regarda directement Amélie, puis moi. C'était une filière de recherche spécialisée, ne faisant pas partie de la promotion standard. « C'est étrange, » dit un autre invité. « Ma nièce était dans leur fellowship en urbanisme il y a 3 ans. Elle vous aurait connu. » « Je n'étais pas dans ce groupe spécifique, » dit Coralie rapidement. « C'était adjacent, une filière partenaire. » Sa voix avait un tremblement qu'elle ne pouvait plus cacher. La charmante mariée polie avait disparu. Juste une version fatiguée et acculée d'elle-même maintenant, serrant une coupe de champagne comme si cela pouvait la soutenir. Puis mon père intervint. Il traversa la foule avec cette vieille démarche exercée, le bras autour de Coralie, la voix perçante d'autorité. « Ne faisons pas de cela une histoire ancienne, » dit-il. « C'est le grand jour de Coralie. Nous devrions la célébrer, elle et Étienne. » Ses yeux se posèrent sur Étienne, comme s'il attendait un soutien. Étienne ne scia pas. « Nous ne voulons pas perdre le focus, » ajouta mon père en insistant. « Revenons à Coralie, pas... » Il agita vaguement la main vers moi. « Tout ça. » Étienne ne bougea toujours pas. Pas de sourire, pas d'accord. Juste un silence dur qui s'étira trop longtemps. Léo tira à nouveau ma manche, sa voix trop forte dans le calme. « Papa, c'est toujours ta sœur ?» Je m'agenouillai à côté de lui, rencontrai ses yeux. « Elle est de ma famille, » dis-je, « mais la famille, c'est différent. » Le visage de mon père devint rouge instantanément. Sa main tomba de l'épaule de Coralie. « Tu ne peux pas simplement revenir ici après 15 ans et agir comme si tu avais ta place. » Je me relevai, plus grand que lui maintenant, plus lourd aussi. Je ne suis pas revenu. Je n'ai jamais pensé que je le pouvais. L'air dans la pièce chuta de 10 degrés. Amélie ne dit pas un mot. Elle tendit simplement la main dans sa pochette et me tendit l'enveloppe. Nous l'avions apportée au cas où les choses tourneraient mal. Ce n'était pas un plan. C'était un message. Je passai devant mon père et m'approchai d'Étienne. « Félicitations encore, » dis-je et lui tendis l'enveloppe. Il l'ouvrit soigneusement, regarda à l'intérieur et en sortit le certificat.
Je vis le clignotement dans son expression alors qu'il lisait les mots. Une part symbolique de Terra Nova, Designs Incorporés, accordée par courtoisie professionnelle. Son front se plissa légèrement. « Vous m'offrez un petit signe, dis-je. Pas de ficelle, juste une reconnaissance. Bienvenue au prochain chapitre. » Il me regarda, puis de nouveau Coralie. Sa mâchoire se serra. Je pouvais voir l'orage gronder derrière ses yeux. Il n'était pas en colère, pas encore, juste en train de réaliser enfin à quel point il l'ignorait. Coralie tendit la main vers son bras. « Étienne. » Il s'écarta de son contact sans la regarder. Je n'avais pas besoin de rester là. Le changement était déjà en marche. Étienne avait entendu les conversations, vu l'hésitation, l'avait regardé esquiver chaque question. Le doute était permanent maintenant. Le moment était passé d'être sauvé. La main de Coralie resta suspendue en l'air, oubliée. Mon père ouvrit la bouche comme s'il avait quelque chose à dire, mais rien ne sortit. Il me regarda, les yeux remplis de quelque chose qui n'était pas de la colère. C'était de la peur. La peur que peut-être la version de moi qu'ils avaient essayé d'effacer n'ait pas seulement survécu. Peut-être que je réussissais mieux qu'eux tous. Je revins vers Amélie et Léo, boutonnant ma veste en marchant. Pas de fanfaronnade, pas de tour d'honneur, je n'en avais pas besoin. Derrière moi, Coralie fixait le sol comme s'il allait s'ouvrir sous elle. Elle n'était plus en contrôle et elle le savait. Un mois plus tard, le gala semblait s'être déroulé dans un univers différent. Le chaos, les murmures, l'expression figée de Coralie. Tout cela n'était plus qu'un bruit de fond. Mon monde avait avancé. J'étais dans mon bureau, au 37e étage de la tour de la rive ouest, à finaliser un contrat avec Bâtiments Durables Inc. sur la côte ouest. Un gros projet. Amélie avait préparé la présentation. J'avais comblé les lacunes techniques et notre équipe juridique était en train de verrouiller les clauses de licence finale. Les chiffres et défauts étaient bons. Nos projections étaient en hausse pour la première fois depuis des années. Je me sentais capable de respirer, sans attendre que quelque chose s'effondre. Amélie était à un symposium sur l'architecture durable à Denver. Léo avait entraînement de football après l'école. Il jouait maintenant en défense et voulait essayer le milieu de terrain. Je lui avais dit que nous nous entraînerions dans le jardin après le dîner. Ce matin-là, il avait préparé son propre déjeuner et m'avait dit de ne pas oublier son match la semaine prochaine. Je ne l'avais pas oublié. Jamais. On frappa à ma porte, un coup sec, mais pas urgent. Mon assistante passa la tête. « Monsieur Étienne Dubois est ici, » dit-elle. « Pas de rendez-vous. Dois-je lui dire de revenir ?» Je ne répondis pas tout de suite. Je la fixai une seconde, puis hochai la tête une fois. « Faites-le entrer. » Étienne entra, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Sa posture était affaissée, l'attitude arrogante de l'architecte à succès disparue. Son costume était froissé, son col de travers, ses yeux ternes, comme si quelqu'un avait éteint les lumières derrière eux. Il s'assit avant que je ne lui dise. « Tout ce que Coralie m'a dit était faux, » dit-il, sans préambule, le posant sur le sol entre nous. Elle n'a jamais été à l'ENSAP. Elle n'a jamais eu de fellowship. Elle a menti sur l'atelier, a dit qu'elle gérait les livres, a dit qu'elle avait tout sous contrôle. Je ne dis rien. Non, pas même proche. Il passa une main dans ses cheveux, puis se pencha en avant, les coudes sur les genoux, comme si le poids dans sa poitrine l'entraînait physiquement. Il y a eu des fraudes à la facturation, dit-il. Le cabinet de vos parents, c'est pire que je ne le pensais. Ça attira mon attention. Elle a géré certains des comptes elle-même, apparemment, pendant des années. J'ai examiné de vieux dossiers, des paiements de sociétés d'assurance qui n'ont jamais figuré dans les registres officiels. Double facturation, rendez-vous fantôme, tout y est. 15 ans de ça. Je restai immobile. Mes mains se serrèrent. Derrière mon dos, pressé contre le rebord de la fenêtre. Mais je ne bougeais pas, ne réagis pas. Je fixais simplement l'horizon pendant qu'il continuait à parler. Je ne voulais pas y croire, mais une fois que j'ai commencé à creuser, c'était trop clair. Elle savait ce qu'elle faisait. Je me retournai vers lui. « Qu'est-ce que tu savais avant le gala ?» Sa bouche se contracta. Pas assez. Pas ce qui comptait. Il se pencha en arrière maintenant, les jambes tendues.
comme s'il avait enfin atteint la partie où il ne se souciait plus de l'air pitoyable qu'il avait. « J'ai engagé un avocat, » dit-il. « Je demande l'annulation. Il n'y a rien à réparer. Tout était basé sur des mensonges. » Pourtant, je ne dis rien. Je le laissais ruminer. Je laissais le silence s'étirer. « Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit, » ajouta-t-il. « Je ne vous demande pas de vous impliquer. Je pensais juste que vous devriez savoir. » Il ne le pensait pas entièrement. La question était dans l'air, qu'il veuille l'admettre ou non. Il espérait que j'offrirais quelque chose. Des conseils, de l'aide, peut-être un morceau de l'épave sur lequel se tenir. Je ne lui donnais rien. « Je ne replonge pas dans ce désordre, » dis-je. « Plus jamais. » Il hocha la tête lentement. Il regarda ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. « Je comprends, » dit-il. « Vous avez déjà gagné. » Je l'observais attentivement. Il n'était pas en colère. Il était vidé. Comme si la réalité de tout cela l'avait épuré de l'intérieur. « Je croyais savoir qui elle était, » dit-il doucement. Je ne savais pas. Je haussai les épaules. Elle ne sait même pas qui elle est. Il se leva. « Merci de votre temps. » Je m'avançai, lui serrai la main par habitude plus que tout. Elle était moite, faible, comme si toute la structure qu'il utilisait pour maintenir sa vie s'était effondrée. Il s'arrêta à la porte. « Et je suis désolé, pour ce que ça vaut, d'avoir cru ce qu'il disait hors de vous. » J'avais cessé d'avoir besoin d'excuses il y a longtemps. Il hocha la tête une fois, puis sortit sans un mot de plus. La porte se referma derrière lui et je me tournai à nouveau vers la ville. Je ne ressentais pas de satisfaction, pas même de soulagement, juste de la pitié. Pas pour lui, pas exactement, pas même pour elle, juste pour tout ce gâchis. Une famille qui a vendu son avenir pour protéger un mensonge et un homme qui l'a acheté parce que le paquet semblait bon. Je décrochai l'emploi du temps de Léo de mon bureau, encerclai son match de samedi et envoyai un bref message à Amélie sur le contrat. Puis, je chassai Étienne Dubois de mon esprit. Cet après-midi-là, j'étais sur le quai du train, attendant la fin de l'entraînement de Léo. Lorsque l'email arriva, pas d'alerte, juste un léger bourdonnement dans ma poche et une ligne d'objets en gras dans ma boîte de réception. RE. Audit en cours du cadastre immobilier. Demande de témoignage. Je l'ouvris sans ciller. Un enquêteur fédéral du bureau des services fonciers. Langage direct, pas de menace, pas de drame, juste une demande. Il montait un dossier sur de multiples plaintes de fraude immobilière liées au cabinet de mes parents, datant de 15 ans. Ils avaient une documentation partielle, mais avaient besoin de corroboration. Besoin de quelqu'un qui avait été proche des dossiers. Ils savaient que j'y avais travaillé, savaient que j'avais vu des choses. Je ne répondis pas tout de suite. Je restais immobile alors que les trains passaient et que les téléphones s'allumaient autour de moi. Mais je continuais juste à relire ce message. Je ne me sentais ni nerveux, ni en colère. C'était quelque chose de plus plat, plus froid. Comme si toutes les émotions s'étaient déjà consumées. Cette nuit-là, je m'assis dans les gradins avec Amélie pendant que Léo montait au bâton. C'était une soirée humide. La chaleur d'août planant bas sur le terrain, les enfants transpirant à travers leurs maillots. Les battes d'aluminium tintaient comme des carillons éoliens. Je le regardais ajuster son casque, taper 2 fois la plaque avec sa batte. Puis il jeta un coup d'œil vers nous comme s'il avait besoin de confirmation. Nous étions toujours là. Nous l'étions toujours. Amélie se pencha sur mon épaule, douce mais ferme. « Tu ne leur dois rien. » Je hochai la tête lentement. Elle n'avait pas tort, mais elle me connaissait aussi trop bien pour penser que c'était la fin de l'histoire. Il ne méritait bien pas le silence non plus, ni les clients, ni les personnes âgées qui pensaient obtenir un service honnête, ni les stagiaires qui avaient été impliqués dans la fraude administrative sans s'en rendre compte, ni les architectes qui étaient partis en silence, parce que parler signifiait tout perdre. Je me souvenais de ces registres, des totaux non concordants, des entrées réécrites. J'avais 17 ans. Je travaillais dans ce bureau après l'école, juste pour gagner de l'argent pour l'essence. Je ne comprenais pas les chiffres à l'époque, mais maintenant, oui. Alors le lendemain matin, je me connectais à mon archive cloud, celle que je n'avais pas touchée depuis des années, et j'en sortis chaque rapport mensuel que j'avais sauvegardé.
Je ne savais pas pourquoi je les avais gardés à l'époque. Peut-être que je ne faisais tout simplement pas confiance au système. Même à l'époque, j'attachais les PDF. Pas de commentaires, pas de déclarations, juste des faits. J'appuyais sur envoyer. Pas de communiqué de presse, pas de publication sociale, pas d'appel à un journaliste, juste des dégâts silencieux. Le genre qui ne fait pas de bruit, mais ne disparaît pas non plus. Quelques heures plus tard, le premier message vocal de Coralie arriva. Elle ne m'appelait plus Mélissa. Le message commença par « Cher Elias », comme si ce nom signifiait encore quelque chose. Sa voix était tendue, polie et pleine de panique sous la surface. Elle voulait parler. Dit qu'elle traversait une période difficile et pourrait avoir besoin d'un prêt à court terme pour régler des problèmes juridiques. Son ton était faussement doux jusqu'à la fin. Je regardais la transcription apparaître sur mon écran, puis la balayais sans la lire. Le lendemain, un autre. Cette fois, le ton s'était aiguisé. Elle demandait toujours de l'argent, mais maintenant, il y avait un avertissement intégré dans les mots. Quelque chose sur le fait que Léo méritait de connaître toute la vérité. Cette ligne était en gras dans la transcription, comme si elle pensait que cela avait du poids. Je l'archivais, sans hésitation, sans même broncher. Le troisième message arriva ce week-end, juste après le match de Léo. Il avait frappé un double et avait fait le tour des bases comme s'il volait. Il quitta le terrain en souriant, gants à la main, demandant si nous pouvions prendre des milkshakes en rentrant. Le message arriva pendant que nous étions assis dans la voiture. Moteur allumé, fenêtre baissée. Une autre transcription apparut. Cette fois, elle ne prit pas la peine de faire semblant. La transcription vocale en avait déformé une partie, mais j'en saisis assez. Elle menaçait de poursuite, affirmait la diffamation, m'accusait de calomnie, de manipuler Étienne, de voler les projecteurs de l'entreprise par vengeance. J'appuyais et maintenus la notification. Mis le fil de discussion en sourdine définitivement. Pas de son d'alerte, pas de bourdonnement, rien. Puis, je laissai tomber mon téléphone dans la console et me tournai vers Léo. Chocolat ou vanille ? Il n'hésita pas. Mixte. Amélie sourit depuis le siège passager. Bien sûr. Nous quittâmes le parking et nous dirigeâmes vers la crèmerie du boulevard, toutes fenêtres baissées. L'odeur de crème solaire et de l'air estival se mêlant à la terre fondue du terrain de baseball, toujours collée aux crampons de Léo. Je n'avais plus besoin de la voix de Coralie dans ma tête, ni de ses menaces, ni de sa version tordue de ce qu'elle pensait que j'étais. Je savais déjà qui j'étais. Plus important encore, mon fils aussi. Il ne se souciait pas des CV ou des programmes universitaires. Il ne se souciait pas de qui mentait ou de qui craquait sous la pression. Il se souciait de ma présence, que je tienne mes promesses, que je sois là chaque fois qu'il regardait par-dessus son épaule. Et tandis qu'Amélie tendait la main sur le siège pour toucher ma main légèrement, je réalisais autre chose, son sourire. Cette courbe douce et régulière qui ne me demandait rien d'autre que la vérité était la seule validation dont j'avais jamais eu besoin. Coralie pouvait se consumer à essayer de maintenir ses mensonges. J'étais déjà passé à autre chose. 6 mois plus tard, notre jardin était un fouillis de terre retournée, de seaux en plastique réchauffés par le soleil et de plants de tomates que Léo insistait pour dire qu'ils étaient déjà plus grands que la veille. Il portait une casquette des Alouettes, le visage strié de terre, une pelle en plastique à la main. Amélie était accroupie à côté de lui, traçant des rangs de plantations avec de la ficelle de jardin, comme s'il s'agissait d'une opération chirurgicale. Je m'appuyais contre la clôture avec un verre de limonade, les genoux tachés, regardant ma famille bouger comme une équipe sans avoir besoin d'un mot de ma part. C'était silencieux, et je ne parlais pas de l'absence de bruit. Je parlais du genre de silence où rien n'attendait d'exploser. Pas d'enquête, pas d'avocat, pas de messages vocaux que je ne voulais pas entendre. Juste un enfant riant parce qu'il avait trouvé un verre et une femme fredonnant une playlist sur son téléphone. Dans la maison, mon téléphone vibra avec une alerte. Pas un appel cette fois, juste une confirmation. Le conseil d'administration de Urbania Général avait approuvé notre suite d'automatisation des études d'impact. Cela faisait 5 grands bureaux d'urbanisme ce trimestre, y compris Fleuve et Métropole et Centrale Phoenix. Nous étions en avance sur le calendrier. Notre équipe d'installation s'envolerait lundi. Je regardais Léo, les yeux plissés par le soleil,
tandis qu'il enfonçait la pelle dans la terre. « Tu aides les gens à vivre mieux, papa, » dit-il, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Je tendis la main et lui ébouriffai les cheveux, seulement parce que tu as aidé à concevoir l'aménagement du potager. Il sourit et se remit à creuser. Le courrier arriva plus tard cet après-midi-là. Une enveloppe manille, certifiée, pas d'adresse de retour, mais je reconnus l'écriture dès que je la vis. Serrée, trop nette, comme si elle essayait toujours de contrôler l'histoire, même maintenant. Je l'ouvris sur le porche pendant qu'Amélie et Léo nettoyèrent les outils de jardin. Juste une page à l'intérieur, papier ligné, manuscrit. Elle n'ouvrait pas avec une excuse ou un mensonge, pas cette fois. Elle se nommait Coralie. Elle disait que je n'avais jamais été le faible. Elle admit tout. L'école, les fausses qualifications, la fraude à la facturation. Dit qu'Étienne avait demandé l'annulation, dit que le cabinet était fermé, dit que mes parents s'étaient retirés de la pratique, trop vieux et trop effrayés pour faire face à ce qui allait arriver. Elle ne demandait pas pardon, elle ne me demandait même pas de répondre. Ça se lisait comme quelqu'un qui avait enfin cessé de courir, parce qu'il n'y avait plus nulle part où aller. Amélie monta les marches, de la boue séchée sur ses gants, le soleil rendant ses cheveux dorés. Elle ne dit rien. Elle me regarda, puis la lettre, et attendit. « Je ne répondrai pas, » dis-je. Elle hocha la tête une fois. « Bien. » J'entrai, ouvris mon ordinateur portable et accédai à la page d'application du programme de réinsertion professionnelle de l'Ordre des architectes. Il était conçu pour les anciens professionnels de la construction ayant des antécédents disciplinaires ou des certifications incomplètes. Une seconde chance pour les personnes qui voulaient regagner leur place. Je n'écrivis pas de lettre de motivation. Juste une lettre de référence. 2 paragraphes factuels, sans émotion. Je signai mon nom, la scannai et l'attachai à l'application. Puis, je renvoyai la page originale avec. Pas de pitié, juste un chemin qu'elle pouvait prendre ou laisser. Cette partie ne dépendait pas de moi. Quelques semaines plus tard, j'étais à Montréal pour un expo sur l'innovation en bâtiment durable. Amélie avait un stand et j'étais sur un panel sur la technologie de récupération post-catastrophe. Après ma session, je déambulais dans les allées des exposants, regardant les jeunes pousses, logiciels de réhabilitation VR, évaluation des dommages par IA, guide de reconstruction imprimé en 3D. Ça faisait du bien d'être entouré de gens qui construisaient des choses à partir de zéro. Puis je la vis. Elle était assise au dernier rang d'un petit atelier intitulé « Introduction à la conformité réglementaire de la construction ». Elle avait l'air normale. Pas de perles, pas de chignon sophistiqué, juste un pantalon, un chemisier simple et un carnet ouvert sur ses genoux. Elle tenait un stylo à la main et un sac à thé d'eau à ses pieds, regardant, écoutant. Elle ne me vit pas au début. Puis elle leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Elle ne détourna pas les yeux, ne se leva pas, fit juste un seul signe de tête. Non pas de défi, non pas d'excuse, juste simple. Je lui rendis, c'était suffisant. Je passai devant sa rangée, sans ralentir. Je n'avais plus besoin de rien d'elle. Je n'avais pas besoin qu'elle devienne une meilleure personne. J'avais déjà décidé qui j'étais. Ce qu'elle deviendrait à partir de maintenant devait être le sien. De retour à l'hôtel cette nuit-là, j'appelai Léo pour lui dire bonne nuit. Il me dit que lui et Amélie avaient choisi un nom pour les plants de tomates. Tomate Léo. Je ris, dis que je lui manquais. Il dit que je ferais mieux d'être à la maison à temps pour les arroser. Sinon, il se flétrirait par manque d'attention émotionnelle. Je promis que je le ferais. Le lendemain matin, j'étais de retour dans la salle de conférence de Terra Nova, avec des fenêtres du sol au plafond, des bloc-notes sur la table, Amélie en face de moi, les cheveux attachés, les lunettes de lecture sur le nez. Notre directeur financier, Arnaud, avait déjà affiché les projections. Les chiffres correspondaient, le conseil était derrière nous. Pas de paperasse inutile. C'est personnel, dis-je en tapotant le dossier devant moi. Pas pour la presse, pas pour l'image de marque, pas pour le fleuve de RP. Amélie esquissa un demi-sourire. Ça change toujours des vies. Arnaud hocha la tête, passant son doigt sur une feuille de calcul. Nous pouvons financer 20 bourses d'études complètes par an, plus des allocations, une aide à la relocalisation et des rôles d'entrée d'1 an chez Terra Nova. Pas de clause de restitution, pas de piège à revenus. Bien, dis-je. C'est la ligne, pas d'attache. Il ajusta ses lunettes. Non. Je regardais Amélie.
Elle ne dit pas un mot. Elle savait. Le fond de design des premiers principes Bancroft, dis-je. Pas de nom d'héritage, pas de tribu familiale, juste le mien. Réclamer. C'était la première fois que je le disais dans une pièce pleine de professionnels, Bancroft, et je ne ressentais aucune hésitation. Je n'en avais pas été fier pendant longtemps. Pas depuis qu'il m'avait mis à la porte et dit à la famille élargie que j'avais échoué dans la vie. Ce nom était autrefois une échymose. Maintenant, il semblait mérité. Nous verrouillâmes la structure avant midi. Arnaud rédigerait la structure juridique. Amélie superviserait la filière de mentorat. Le premier cycle de candidature s'ouvrirait au printemps. Chaque lauréat aurait une place à notre table, dans les laboratoires, dans les salles de stratégie, construisant la prochaine vague de systèmes architecturaux. Pas d'admission de prestige, pas d'argent ancien, juste de la pure détermination. C'était une réponse silencieuse à ce qu'ils avaient essayé de me prendre. L'éducation, le soutien, la conviction que je pouvais être plus qu'un problème à gérer. Je rentrais chez moi, les fenêtres baissées, l'air estival épais mais vivant. Léo était déjà à table, esquissant quelque chose avec des crayons. Un robot, je crois. Mais il avait beaucoup trop de bras. Amélie me tendit une assiette sur la table. Pâtes et courges grillées. « Mange avant que ça ne refroidisse », dit-elle. Puis, comme toujours, elle laissa l'espace respirer. J'attendis que Léo ait débarrassé son assiette. Puis je lui dis « Nous commençons quelque chose de nouveau. » Il plissa les yeux. « Une bourse d'études ? Comme de l'argent ? Comme aider les enfants qui n'ont pas eu de chance ?» Il se pencha en avant, les coudes sur la table. « Aider des enfants comme toi, papa ?» Je souris. « Oui, exactement comme moi. » Il hocha la tête lentement, sérieux maintenant. « Alors ça va être bien. » Après qu'il soit parti construire le chaos mécanique qu'il concevait, j'entrai dans mon bureau et ouvris mon téléphone. Il y avait un dernier message vocal de Coralie. Pas de transcription cette fois. Juste son nom clignotant en haut. Pas d'aperçu du message, juste l'icône audio en attente d'être touchée. J'appuyai sur Supprimer. Sans hésitation, c'était le dernier fil. Le pardon n'était pas requis. La paix n'avait pas besoin de sa permission. J'étais passé à autre chose. Et rien de ces mots, passé ou futur, ne pouvait me ramener dans cette ombre. Je me dirigeais vers le couloir. Amélie pliait des serviettes, fredonnant un air de la radio. Léo criait quelque chose à propos d'élastique depuis sa chambre. « Hé !» dis-je. Elle leva les yeux. Je la serrai dans mes bras, fort, silencieusement. Le genre qui n'a pas besoin de raison. Je ne dis rien de plus. Je n'en avais pas besoin. Nous avions déjà construit quelque chose de mieux. La salle de bal du sommet de l'innovation en santé à Boston bourdonnait d'un faible murmure de chaussures polies, de badges coûteux et de gens intelligents essayant de paraître plus intelligents. Les panels se succédaient sur 3 étages. Amélie et moi étions arrivés la veille, et je n'avais pas été immobile depuis le petit déjeuner. Terra Nova avait été nominé pour un prix national de l'avancement en technologie de conception. Je ne m'attendais pas à gagner, honnêtement. Je pensais que cela irait à l'un des géants de la bio-ingénierie qui jetaient des milliards dans des intégrations d'IA. Mais ils ont appelé notre nom. Je suis monté sur scène sous les projecteurs et une vague polie d'applaudissements. J'ai serré des mains, j'ai tenu la plaque de verre. Simple, propre, pas de discours, juste le travail enfin reconnu. Plus tard, j'étais sur un panel avec 2 urbanistes, un ingénieur système de l'université de McGill et un éthicien médical qui avait une obsession étrange pour les implants neuronaux. J'ai parlé de notre suite de calibration de conception, des boucles de rétroaction en temps réel et de la façon dont le mentorat était la seule raison pour laquelle j'avais réussi à construire tout cela en premier lieu. Ensuite, la foule s'est dirigée vers les bars à café du hall. Amélie et moi avons trouvé un coin tranquille près des fenêtres, sirotant des lattes qui avaient le goût de papier fondu, essayant de décompresser. Elle envoyait un SMS à Léo, une photo du prix quand j'ai aperçu quelqu'un approcher. Une jeune femme, peut-être 20 ans, blazer sombre, chaussures plates pratiques, dossier de candidature serré contre sa poitrine. Elle avait ce regard que je me souvenais d'il y a des années, comme si elle essayait de ne pas gêner, mais avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de ne pas dire. Elle est allée directement à moi. Pas d'hésitation une fois qu'elle a croisé mon regard. « Monsieur Bancroft,
demanda-t-elle, la voix juste au-dessus d'un murmure. J'ai été référée à votre programme de mentorat par quelqu'un nommé Coralie Dubois. J'ai cligné des yeux une fois, mais n'ai pas réagi. J'ai juste hoché la tête. Elle est dans notre division de conformité maintenant, dis-je. Elle gagne sa place. Les épaules de la jeune femme se sont légèrement affaissées, comme si elle avait retenu son souffle. Elle a souri. Ce n'était plus nerveux. Merci pour l'opportunité. Je suis l'une des candidates de première génération de la cohorte de printemps. J'ai tendu la main. Contente que vous ayez réussi. Continuez à construire. N'attendez pas la permission. Elle a hoché la tête avec force. Je ne le ferai pas. Puis, elle s'est retournée et s'est éloignée dans la mer de stands et de bannières pop-up de marque. Amélie a glissé sa main dans la mienne et n'a rien dit au début. Juste appuyée contre mon épaule et a regardé les foules se disperser dans les salles de discussion. Puis, douce et stable. Tu sais, tu as changé plus que le jeu. N'est-ce pas ? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil commençait juste à percer les nuages. La ville bourdonnait sous nous, vivante de gens qui ne connaîtraient jamais les combats que nous avions endurés pour arriver ici. J'ai hoché la tête lentement. Il m'a fallu du temps. Elle a serré ma main. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le soleil plongea derrière la clôture, traînant de longues ombres sur le jardin. Cette lumière dorée frappait juste comme il faut la brume de l'arroseur, la transformant en un flou doux, tandis que Léo courait pieds nus, riant comme si rien de mal ne s'était jamais produit dans le monde. Sa chemise collait à sa poitrine, trempée et collée, les cheveux dégoulinants, le visage illuminé. Amélie se tenait au grill sur la terrasse, fredonnant doucement une mélodie provenant du haut-parleur. Le saumon grésillait à côté d'un plateau d'asperges. Elle bougeait avec aisance, retournant, brossant, vérifiant les bords comme si elle dirigeait un orchestre que personne d'autre ne pouvait entendre. Je m'assis près du bord du patio, un grand bol en acier inoxydable sur mes genoux, écossaillant des petits pois, comme si c'était le travail de ma vie. Le rythme, en passant snap, pop, drop, gardait mes mains occupées, tandis que le calme s'installait autour de nous. Mon téléphone vibra une fois, l'écran s'allumant sur l'accoudoir de la chaise. J'y jetai un coup d'œil, son nom, un autre email. Je touchai l'écran. Paramètres, notifications désactivées. Puis je le posai face contre terre et retournai au petit pois. Calme. Pas besoin de le lire, pas besoin de m'engager. Papa, attrape. Je levai les yeux juste à temps pour recevoir un coup dans la poitrine, avec un ballon en mousse à moitié dégonflé et trempé. Léo riait déjà avant que je ne l'attrape au deuxième rebond. Je le ramassai et me levai. « Tu essaies de me faire tomber ?» criai-je. Il sourit. « Tu as dit que tu jouais avant. » Amélie tourna la tête, un sourire moqueur figé sur son visage. « Tu as toujours de bonnes mains. »« À peine, » murmurai-je en le lui relançant. Mon lancer était maladroit, mais il l'attrapa et tourna comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. L'arroseur siffla et cliqueta derrière lui. Le grill s'enflamma une fois. Amélie baissa le feu et déposa le dernier filet sur un plat en bois. L'odeur flottait. Glaçage citronné, poivre concassé, un peu de fumée. Elle apporta le plateau et je la suivis à l'intérieur, brossant l'écosse de pois de mon jean. Je ne pensais plus à mes parents, pas de manière amère, pas avec de la chaleur derrière, juste pas du tout. Ils étaient une autre vie, une porte fermée, rien derrière que je n'avais besoin. Nous mangeâmes à l'îlot de cuisine, les fenêtres toujours ouvertes, Léo enveloppé dans une serviette, posant 1000 questions sur le fonctionnement de la photosynthèse. Amélie lui tendit une glace à l'eau pour le dessert et il l'appela « Coach Maman », comme si c'était le plus beau surnom jamais inventé. Plus tard, je le regardais s'endormir avec une bande dessinée ouverte sur sa poitrine, la bouche légèrement entr'ouverte, les cheveux encore humides du jardin. Je fermai sa porte et marchai dans le couloir, les planchers grinçant à la manière familière de cette vieille maison. Je ressortis sur la terrasse, regardai le jardin et m'assis avec le reste de ma limonade. Certaines personnes retournent pour régler des comptes, revoir l'épave, se battre pour la reconnaissance, rester coincé dans une boucle qui ne se soucie pas de comment elle a commencé. Je ne suis pas retourné. J'ai avancé, j'ai planté quelque chose de mieux. Et ça pousse.